Quand j'étais enceinte de 9 mois et que je voyageais avec mon mari, une secousse soudaine et violente a provoqué la rupture de ma poche des os dans la voiture. Il a crié, « Je suis déjà très en retard et maintenant tu commences ce nouveau drame. » Puis il m'a traîné hors de la voiture et m'a jeté au sol sur le bas-côté de l'autoroute. Quand je l'ai supplié de m'aider, en disant, « S'il te plaît, le bébé arrive », il s'est éloigné en disant, « Je ne peux plus supporter tes comédies. Débrouille-toi toute seule. » Il est parti en voiture, me laissant seule en plein travail sur la route. J'ai hurlé à l'aide alors que les contractions s'intensifiaient. Un inconnu s'est finalement arrêté et a appelé le 911. Ils m'ont transporté d'urgence à l'hôpital juste à temps. Mais à peine 2 heures plus tard, il m'a appelé, paniqué. Sa voix tremblait. L'asphalte froid éraflait mes paumes alors que j'essayais de me stabiliser sur le bord de la route. La douleur irradiait dans tout mon corps, mais l'agonie physique ne pouvait se comparer au spectacle de ces feux arrière disparaissant au loin. Mon mari depuis 4 ans venait de m'abandonner sur l'Interstate 76, enceinte de 9 mois et sur le point d'accoucher, parce que sa réunion d'affaires comptait plus que ma vie ou celle de notre bébé. Je dois revenir en arrière et expliquer comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Sarah et j'ai rencontré Travis Hartfield pendant ma 2e année d'école d'infirmière. Il était charmant, prospère, et m'a dit que j'étais la seule femme qu'il ait jamais vraiment compris. Son cabinet de conseil en marketing était florissant et il m'a promis une vie où je n'aurais jamais à m'inquiéter de rien. 6 mois après le début de notre relation, nous étions fiancés. 8 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une magnifique cérémonie à Charleston. Les problèmes ont commencé doucement. Travis s'emportait contre moi si je l'interrompais pendant ses appels professionnels. Il critiquait ma façon d'organiser la cuisine ou de plier ses chemises. Je mettais ça sur le compte du stress de sa carrière exigeante. Puis sont venues les remarques sur mon poids, mes amis, la façon dont je passais mon temps libre. Lentement, presque imperceptiblement, je me suis retrouvée à m'excuser d'exister dans notre espace commun. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte l'année dernière, j'ai pensé que tout allait changer. Travis semblait excité au début. Il a choisi les couleurs de peinture pour la chambre du bébé et a fait des recherches sur les meilleurs sièges auto. Mais à mesure que mon ventre grossissait, son ressentiment grandissait aussi. Il se plaignait constamment de mes symptômes de grossesse. Les nausées matinales étaient incommodantes. Mes chevilles enflées étaient peu attrayantes. Mon besoin fréquent d'aller aux toilettes l'agaçait pendant les longs trajets en voiture. Le matin de l'incident a commencé de manière tout à fait ordinaire. Travis avait une présentation client cruciale à Pittsburgh, à 3 heures de notre maison à Lancaster. Ma date d'accouchement était encore dans 5 jours et mon obstétricien m'avait autorisé à voyager. Travis a insisté pour que je vienne, car ses parents habitaient juste à l'extérieur de Pittsburgh et il voulait me déposer là-bas pour le week-end pendant qu'il se concentrait sur son travail. Nous sommes partis à 6 heures du matin. J'avais pris mon sac d'hôpital au cas où, ce que Travis a qualifié de paranoïa. Le trajet a commencé paisiblement, avec une musique douce et la lumière du petit matin filtrant à travers le pare-brise. Au bout d'1 heure ou 2, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Les contractions de Braxton Hicks étaient fréquentes depuis des semaines, donc je n'en ai pas parlé au début. Puis nous avons heurté un énorme nid de poule. La voiture a été violemment secouée. J'ai senti quelque chose bouger en moi, suivi d'un jaillissement chaud et indubitable. Ma poche des os s'était rompue, trempant mes vêtements et le siège passager. La panique m'a immédiatement saisie. Travis, nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Il a jeté un coup d'œil, a vu le siège mouillé, et son visage s'est crispé de fureur. Tu te moques de moi? Tu es sérieuse, là, maintenant? J'ai perdu les os. Le bébé arrive. S'il te plaît, il faut qu'on trouve de l'aide. Ses phalanges ont blanchi sur le volant. J'ai la présentation la plus importante de ma carrière dans 45 minutes. Ce client peut faire ou défaire tout mon trimestre. Et maintenant, tu me sors ça. Me sortir ça? Travis, je n'ai pas choisi que ça arrive. Nous devons trouver les urgences les plus proches. Au lieu d'accélérer pour chercher de l'aide, il a commencé à hurler. Hurlant sur la façon dont je ramenais toujours tout à moi.
Comment je ne pouvais pas le laisser avoir une seule journée importante, comment je sabotais sa réussite. Les mots sortaient vite et violemment, chacun atterrissant comme un coup physique. Une contraction m'a frappé de plein fouet, et j'ai halté, m'agrippant à la poignée de la portière. « Arrête d'être si théâtral », a-t-il grondé. « Tu n'es même pas encore à terme. C'est probablement encore une de tes tentatives pour attirer l'attention. Travis, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas. » Les contractions sont déjà rapprochées. Il a fait une embardée sur la bande d'arrêt d'urgence si brusquement que le gravier a crépité contre le dessous de la voiture. Les voitures nous dépassaient à plus de 110 km/h. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il avait détaché ma ceinture de sécurité et me tirait vers la portière passager. Quoi? Non. Travis, qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà très en retard et maintenant tu as commencé ce nouveau drame. Sa voix avait atteint une tonalité que je n'avais jamais entendue auparavant. Sors de ma voiture. Il a fait le tour, a ouvert ma portière d'un coup sec et m'a littéralement traîné dehors. Mon corps de femme enceinte était maladroit et déséquilibré. J'ai trébuché, essayant de trouver mon équilibre sur le gravier, puis je suis tombée. Mes hanches ont heurté le sol en premier, suivi de mon épaule. Des pierres pointues se sont enfoncées dans ma peau. Une autre contraction m'a saisie, et je ne pouvais plus respirer, submergée par un mélange de douleur et de terreur. S'il te plaît, ai-je réussi à articuler. Le bébé arrive. Travis est resté au-dessus de moi un instant. Son visage était un masque que je ne reconnaissais pas, froid, distant, complètement dépourvu de l'homme que j'avais épousé. Je ne peux plus supporter tes comédies. Débrouille-toi toute seule. Il est retourné du côté conducteur, est monté dans la voiture et est parti. Juste comme ça. Me laissant effondrer sur le bord d'une autoroute, en plein travail, pendant l'heure de pointe du matin. J'ai regardé sa voiture se réinsérer dans le trafic et accélérer jusqu'à n'être qu'un véhicule parmi d'autres dans le flot de navetteurs se dirigeant vers leur destination ordinaire du vendredi. J'ai essayé de me lever, mais je n'ai pas pu. Une autre contraction m'a déchiré, plus forte que la précédente. J'ai hurlé, même si je ne sais pas si quelqu'un pouvait m'entendre par-dessus le rugissement du trafic. Mon téléphone était dans mon sac à main, qui était toujours dans la voiture de Travis. Je n'avais aucun moyen d'appeler à l'aide. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je me serrais contre la glissière de sécurité, essayant de rester visible tout en me protégeant des véhicules qui passaient à quelques centimètres de moi. Le temps a perdu tout son sens. Les secondes semblaient des heures. J'ai crié jusqu'à en avoir la gorge à vif, agitant frénétiquement les bras aux voitures qui passaient. La plupart n'ont même pas ralenti. Certaines ont klaxonné, pensant probablement que j'étais juste une autre panne sur le bord de la route. Les contractions arrivaient toutes les quelques minutes maintenant, et je savais avec une certitude absolue que j'allais avoir ce bébé ici même, sur l'accotement de l'Interstate 76. Puis, enfin, une vieille Honda s'est garée environ 50 mètres plus loin. Une femme d'une soixantaine d'années en est sortie en courant vers moi, le visage empreint d'inquiétude. « Oh mon Dieu, ma chérie, que s'est-il passé? Vous êtes blessée? » J'ai halté entre deux contractions. Le bébé arrive. Ambulance. Elle avait déjà son téléphone à la main, composant le 911 avec des doigts tremblants. Oui, bonjour, j'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Une jeune femme enceinte sur le côté de LI 76, près de la borne 147. Elle est en travail. Oui, elle est consciente. S'il vous plaît, dépêchez-vous. La femme, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Dorothy, est restée avec moi. Elle a enlevé son gilet et l'a mis sous ma tête. Elle m'a tenu la main pendant les contractions et m'a dit de respirer, utilisant des techniques dont elle se souvenait de la naissance de ses propres filles des décennies auparavant. C'était une parfaite inconnue et elle m'a montré plus de gentillesse en ces quelques minutes désespérées que mon mari ne l'avait fait en des mois. L'ambulance est arrivée en 12 minutes, bien que cela ait semblé une éternité. Les ambulanciers étaient incroyables. Ils m'ont mise sur une civière, m'ont posé une perfusion et ont prévenu par radio l'Allegheny General Hospital. L'ambulancier en chef, un homme bienveillant nommé Gérald, n'arrêtait pas de me rassurer, me disant que tout irait bien,
qu'ils avaient déjà géré des accouchements sur le bord de la route, que je me débrouillais très bien. Dorothy est montée dans l'ambulance avec moi. Elle m'a tenu la main tout le trajet et a refusé de partir, même quand les ambulanciers lui ont dit qu'elle n'était pas obligée de venir. J'ai serré ses doigts si fort pendant les contractions que j'ai dû lui laisser des bleus, mais elle ne s'est jamais plainte. Nous sommes arrivés à l'hôpital juste à temps. L'équipe d'obstétrique nous attendait. Ils m'ont directement emmené en salle d'accouchement et tout est devenu un tourbillon de voix, d'équipement médical et de douleurs écrasantes. Le travail a été rapide et intense. Moins de 45 minutes après mon arrivée à l'hôpital, j'ai entendu le plus beau son que j'ai jamais connu, le premier cri de ma fille. Ils l'ont placé sur ma poitrine, ce minuscule être humain parfait, au visage fripé et aux cheveux foncés collés sur la tête. Chloé Marie. J'avais choisi ce nom des mois auparavant, bien que Travis n'ait jamais montré beaucoup d'intérêt pour la discussion. En la regardant, en sentant sa chaleur contre ma peau, j'ai ressenti un amour si profond qu'il en était physiquement douloureux. Une infirmière m'a aidé à m'installer dans une chambre de repos. Dorothy était toujours là, assise sur une chaise près de la fenêtre, pleurant des larmes de joie. Elle avait assisté à tout l'accouchement à ma demande, puisque je n'avais personne d'autre. L'assistante sociale de l'hôpital était déjà passée, posant des questions prudentes sur ma situation. Je leur ai tout raconté, l'abandon par Travis, le fait que je n'avais ni mon téléphone ni mon portefeuille, que je n'avais aucun moyen de contacter qui que ce soit. C'est là que Dorothy est intervenue à nouveau. Elle a proposé d'appeler les parents de Travis, puisqu'il habitait à proximité et que je connaissais leur numéro. Elle a également appelé ma propre mère à Lancaster, qui a immédiatement commencé les 3 heures de route vers Pittsburgh. Dorothy est restée avec moi pendant des heures, tenant Chloé pendant que je somnolais, s'assurant que je mange le sandwich que les infirmières avaient apporté, étant le système de soutien dont j'avais désespérément besoin. 2 heures après la naissance de Chloé, mon téléphone a sonné. Une infirmière l'avait récupéré auprès de la police, qui avait arrêté Travis pour l'interroger après que je leur ai donné son numéro de plaque d'immatriculation et sa description. Il avait été brièvement détenu, mais pas arrêté, ce qui m'a fait bouillir de rage. Abandonner sa femme en travail sur une autoroute devrait certainement justifier une arrestation, à mon avis. Mais quand cet appel est arrivé, transféré sur le téléphone de l'hôpital à mon chevet, la voix de Travis était complètement différente de celle du monstre froid sur l'autoroute. Il pleurait, sanglotait littéralement. « Sarah. Oh mon Dieu. Sarah, tu vas bien? Le bébé va bien? S'il te plaît, dis-moi que vous allez bien toutes les deux. » J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille, le fixant avec incrédulité. « Si nous allons bien? Tu me demandes sérieusement ça? Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste paniqué. La pression de la présentation? Le choc de la perte des os. J'ai complètement perdu la tête. Mais je deviens fou depuis 2 heures. La police m'a arrêté. Ils m'ont dit que tu étais à l'hôpital. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je suis un monstre. Ces mots sortaient dans un flot précipité et frénétique. En arrière-plan, j'entendais d'autres voix. Ses parents, peut-être. Des gens qui essayaient de le calmer. J'arrive à l'hôpital tout de suite. Je monte en voiture. Je serai là dans 15 minutes. Je dois te voir. Je dois voir notre bébé. S'il te plaît, Sarah, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois que Travis faisait quelque chose de cruel pour ensuite s'excuser profusément. Le schéma était familier. Me blesser, puis me bombarder d'amour avec des excuses et des promesses de changer. Mais cette fois, il avait franchi une ligne si loin de l'acceptable qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ne viens pas à l'hôpital. Quoi? Sarah, s'il te plaît. Si tu te présentes ici, je ferai en sorte que la sécurité te mette dehors. Je suis sérieuse, Travis. Reste loin de nous. Nous? Tu veux dire ma fille? Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma propre fille. Le sentiment de droit dans sa voix, même maintenant, était stupéfiant.
Regarde-moi faire. Tu nous as laissés pour mortes sur le bord d'une autoroute. Tu as jeté ta femme enceinte au sol et tu es parti. Comprends-tu combien de lois tu as enfreintes? Le danger dans lequel tu nous as mises? J'aurais pu accoucher de Chloé sur le bas-côté. Elle aurait pu mourir. J'aurais pu mourir. Parce que tu te souciais plus d'une présentation client que de nos vies. Ce n'était pas comme ça. Je ne réfléchissais pas clairement. Le stress. Je me fiche de ton stress. Je me fiche de tes excuses. Tu as fait un choix. Tu as choisi de nous abandonner. Maintenant, je choisis de protéger ma fille de toi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement calme. Le choc, probablement, ou peut-être juste un épuisement émotionnel complet. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné 6 fois de plus avant que je ne l'éteigne complètement. Ma mère est arrivée juste avant minuit. Elle a fait irruption dans la chambre, m'a regardé tenant Chloé, et s'est mise à pleurer. Elle nous a serrés toutes les deux dans ses bras, murmurant combien elle était désolée, combien elle était fière de moi, combien sa petite fille était belle. Sa présence a rendu tout cela légèrement moins terrifiant. Au cours des jours suivants, la situation a rapidement dégénéré. Travis s'est bien présenté à l'hôpital le lendemain matin. Fidèle à ma parole, j'ai demandé à la sécurité de l'escorter dehors. Il a essayé d'appeler constamment, laissant des dizaines de messages vocaux qui alternaient entre des excuses sanglotantes et des accusations colériques. Ses parents ont appelé aussi, me suppliant de reconsidérer, insistant sur le fait que Travis avait juste fait une terrible erreur. Une terrible erreur. Cette phrase revenait sans cesse, comme si abandonner sa femme en travail équivalait à oublier d'acheter du lait à l'épicerie. Ma mère était furieuse. Elle voulait porter plainte immédiatement. J'étais plus partagée, encore en train de tout digérer. L'assistante sociale de l'hôpital m'a mise en contact avec une avocate spécialisée en droit de la famille et en situation de violence domestique. Elle s'appelait Patricia Sullivan, et elle était une bénédiction. Patricia était directe. Ce que votre mari a fait constitue plusieurs infractions pénales, abandon, mise en danger d'autrui, potentiellement même des voies de fait. Selon la manière dont le procureur considérera le fait qu'il vous a traîné hors de la voiture. Vous avez des motifs pour une ordonnance restrictive. Vous avez également un dossier en béton pour obtenir la garde exclusive. Les mots semblaient surréalistes. Mon mariage avait 4 ans. J'avais marché dans l'allée vers Travis, croyant que nous vieillirions ensemble. Maintenant, je discutais d'ordonnances restrictives et de bataille pour la garde avec une inconnue pendant que ma fille nouveau-née dormait dans un berceau d'hôpital. J'ai demandé le divorce 3 jours après la naissance de Chloé. J'ai également demandé une ordonnance restrictive temporaire, qui a été accordée sur la base du rapport de police et de mon témoignage. Travis a reçu les papiers à son travail, ce dont ses parents se sont plaints plus tard, trouvant cela humiliant. Je n'ai ressenti aucune sympathie. La procédure de divorce a été brutale. Travis a engagé un avocat coûteux qui a tenté de me dépeindre comme instable et vindicative. Ils ont prétendu que j'exagérais ce qui s'était passé, que Travis avait simplement paniqué et pris une mauvaise décision sous le stress. Ils ont soutenu qu'il méritait la garde partagée de Chloé parce qu'une seule erreur ne devait pas le définir en tant que père. Son avocat, un homme en costume impeccable nommé Randall Pierce, a utilisé toutes les tactiques les plus sales. Ils ont demandé mes dossiers médicaux, essayant de trouver des preuves de dépression postpartum ou d'anxiété qui pourraient me faire passer pour une mère inapte. Ils ont fouillé mes publications sur les réseaux sociaux datant d'années, cherchant tout ce qu'ils pourraient déformer. Ils ont même contacté d'anciens amis d'université, à la recherche d'histoires sur mon caractère. Patricia m'avait prévenu que cela arriverait. Ils sont désespérés, m'a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances de stratégie. Quand les faits ne sont pas de votre côté, vous attaquez la crédibilité à la place. Ne vous laissez pas déstabiliser. Tout ce qu'ils font prouve simplement qu'ils savent qu'ils vont perdre. Mais le savoir à l'avance ne rendait pas la chose moins intrusive. Voir des étrangers disséquer ma vie, remettre en question mes choix et scruter chacune de mes décisions, c'était comme être mise à nu en public.
Lors d'une audience particulièrement horrible, l'avocat de Travis a remis en question ma décision de continuer à travailler comme infirmière pendant ma grossesse, insinuant que j'avais d'une manière ou d'une autre mis Chloé en danger en ne démissionnant pas. Patricia a mis fin à cela immédiatement. Des millions de femmes travaillent tout au long de leur grossesse. Le métier d'infirmière n'est pas une profession à haut risque pour les futures mères. Cette ligne de questionnement est non pertinente et offensante. Le juge Reynolds a été d'accord, mais l'accusation avait été plantée. C'est ainsi que fonctionnent ces batailles, jeter assez de boue en espérant qu'une partie colle. Pendant ce temps, mon réseau de soutien s'est élargi de manière inattendue. D'autres femmes ayant subi des violences domestiques m'ont contacté après avoir vu la couverture médiatique. Certaines ont partagé leurs propres histoires de partenaires qui les avaient mises en danger pendant leur grossesse. D'autres ont offert une aide pratique, ont fait don de fournitures pour bébés, ont partagé des informations sur des groupes de soutien, m'ont mis en contact avec des ressources dont je ne connaissais pas l'existence. Une femme, Jessica, est devenue particulièrement importante dans ma vie. Elle avait quitté son mari violent 3 ans plus tôt et avait réussi à reconstruire sa vie avec ses 2 fils. Elle comprenait les défis uniques de la maternité célibataire après un traumatisme. Nous avons commencé à nous voir pour un café une fois par semaine, et elle est devenue à la fois une amie et un mentor. Le système judiciaire peut être retraumatisant, m'a dit Jessica lors d'une de nos rencontres. Ils vous font revivre les pires moments encore et encore, vous obligeant à vous défendre contre des gens qui devraient vous soutenir. Mais voici ce que j'ai appris, chaque fois que vous racontez votre histoire et que vous restez fidèle à votre vérité, vous reprenez un peu plus de votre pouvoir. Ils veulent que vous doutiez de vous-même. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Ces mots m'ont porté dans les moments les plus sombres. Il y avait des jours où je voulais abandonner, accepter n'importe quel arrangement de garde proposé par l'avocat de Travis juste pour que les combats cessent. L'épuisement était écrasant. S'occuper d'un nourrisson tout en se préparant pour les comparutions au tribunal, en rencontrant des avocats et en gérant le stress constant semblait impossible. Ma superviseure en soins infirmiers, Linda, a été incroyablement compréhensive. Elle m'a permis d'ajuster mes horaires et m'a donné des jours de congés supplémentaires lorsque j'en avais besoin pour des rendez-vous juridiques. La famille passe en premier, m'a-t-elle dit fermement. Toujours. Ne vous inquiétez pas pour le travail. Nous nous adapterons à tout ce dont vous avez besoin. Cette gentillesse comptait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Tant de survivantes de violences domestiques perdent leur emploi parce qu'elles ne peuvent pas concilier les exigences des procédures judiciaires avec leurs responsabilités professionnelles. Avoir un employeur qui me soutenait réellement a fait une énorme différence. La pression financière était cependant importante, même avec la pension alimentaire qui a fini par arriver. Les frais de justice étaient astronomiques. Patricia avait initialement proposé de prendre mon cas pro bono via un programme d'aide juridique pour les victimes de violences domestiques, mais la richesse de Travis m'a disqualifié des services gratuits. J'ai fini par contracter un prêt pour couvrir les coûts, ce qui me terrifiait. Ajouter des dettes par-dessus tout le reste semblait insurmontable. Ma mère a proposé de m'aider financièrement, mais elle vivait d'une retraite fixe. Je ne pouvais pas prendre ses ressources limitées. Au lieu de cela, j'ai pris des gardes supplémentaires quand c'était possible, j'ai fait des heures supplémentaires et j'ai réduit les dépenses partout où je le pouvais. Nous vivions simplement, mais nous vivions. Pendant cette période, la transformation de Travis, de remords à vengeance, est devenue complète. Après que sa panique initiale et ses excuses se soient dissipées, la colère a pris le dessus. Il m'a blâmé pour tout. Ses échecs professionnels, sa réputation ruinée, la perte de ses amis et de ses clients. Dans son esprit, j'avais orchestré un complot de vengeance élaboré plutôt que de simplement me protéger, moi et notre fille, de quelqu'un qui s'était avéré dangereux. Ces messages vocaux sont passés des excuses larmoyantes aux accusations. Tu détruis ma vie exprès, affirmait un message. Tu pourrais dire aux gens que c'était juste un malentendu, mais tu ne le feras pas parce que tu veux me punir. Tu es vindicative et cruelle, Sarah. Notre fille grandira en sachant quel genre de personne est vraiment sa mère. J'ai sauvegardé chaque message. Patricia les a ajoutés à notre dossier de preuves.
Chaque message vocal en colère ne faisait que renforcer notre argumentation selon laquelle Travis était instable et potentiellement dangereux. L'audience préliminaire pour la garde a eu lieu lorsque Chloé avait 2 mois. Travis s'est présenté avec ses parents, tous les 3 arborant des expressions d'indignation vertueuse. Sa mère a tenté de m'approcher dans le couloir avant l'audience. « Sarah, s'il te plaît. C'est notre fils unique. Il a fait une terrible erreur, mais il essaie de réparer les choses. Ne nous prive pas de notre petite fille. » J'ai gardé une voix égale et calme. « Madame Hartfield, votre fils n'a pas seulement fait une erreur. Il a commis plusieurs crimes. Si vous voulez une relation avec Chloé, vous devrez passer par les canaux légaux appropriés. Pour l'instant, j'ai besoin que vous me laissiez seule. » Elle a semblé blessée, mais a obtempéré. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais je me suis souvenu comment elle avait minimisé le comportement de Travis lors de conversations précédentes, comment elle avait suggéré que j'étais en partie responsable d'avoir déclenché son stress. Toute sympathie que j'aurais pu ressentir s'est évaporée. L'audience elle-même a été brève. Le juge Reynolds a examiné l'ordonnance restrictive, entendu des arguments abrégés des 2 côtés et maintenu l'arrangement de garde existant, garde exclusive pour moi, aucune visite pour Travis jusqu'à ce qu'une audience complète puisse être programmée. L'avocat de Travis a plaidé avec passion pour des visites supervisées, mais le juge n'a pas été convaincu. Étant donné la gravité de l'incident et l'enquête en cours sur d'éventuelles accusations criminelles, je ne suis pas à l'aise pour autoriser un quelconque contact pour le moment, a déclaré le juge Reynolds. Nous réexaminerons cela après l'audience complète. Le visage de Travis est devenu rouge. Il a commencé à se lever, la bouche ouverte pour protester, mais son avocat l'a attrapé par le bras et l'a fait rasseoir. Ce petit moment de perte de contrôle n'est pas passé inaperçu. Patricia a croisé mon regard et a fait un signe de tête subtil. L'incapacité de Travis à gérer ses émotions jouait en notre faveur. Mais j'avais quelque chose qu'il ne pouvait pas combattre, des preuves. L'enregistrement de l'appel au 911 contenait mes cris et la voix paniquée de Dorothy expliquant la situation. Le rapport des ambulanciers détaillait m'avoir trouvé seule sur l'autoroute en plein travail. Les dossiers de l'hôpital montraient l'état dans lequel je suis arrivée. Dorothy a fait une déposition décrivant tout ce dont elle avait été témoin. Le rapport de police documentait les premières réponses de Travis, y compris le fait qu'il avait dit aux officiers que j'avais surréagi et l'avait mis en retard pour une réunion importante. Le plus accablant de tout était la vidéo de la caméra de bord. Un chauffeur de camion qui était passé au moment où Travis m'a abandonné avait tout filmé. On pouvait clairement voir Travis me traîner hors de la voiture et s'en aller pendant que j'étais allongé sur le sol. Cette vidéo a fait son chemin jusqu'aux nouvelles locales après que le chauffeur les a contactés, inquiet de ce qu'il avait vu. L'histoire est devenue virale. Un mari abandonne sa femme enceinte sur l'autoroute pour une réunion d'affaires, a fait les gros titres nationaux. Soudain, des inconnus m'ont contacté pour m'apporter leur soutien. Des femmes ont partagé leurs propres histoires de partenaires qui avaient fait passer leur carrière avant leur famille. Des organisations de lutte contre la violence domestique m'ont contacté pour des opportunités de prise de parole. La tension était écrasante et souvent intrusive, mais cela signifiait aussi que Travis ne pouvait plus se cacher derrière son image soigneusement construite. L'attention des médias a eu des conséquences que je n'avais pas prévues. Des journalistes campaient devant mon immeuble. Mon numéro de téléphone a fuité, entraînant des centaines d'appels de journalistes, de producteurs de talk-shows et de podcasteurs de crimes réels, tous voulant des interviews. Certaines personnes envoyaient de véritables messages de soutien. D'autres envoyaient des lettres de haine, m'accusant de chercher l'attention ou de ruiner la vie d'un homme pour un mauvais moment. J'ai dû changer de numéro 2 fois. J'ai complètement arrêté d'utiliser les réseaux sociaux après que des trolls ont trouvé mes comptes et les ont inondés de commentaires vicieux. Certains défendaient Travis, affirmant que j'avais dû faire quelque chose pour le provoquer. D'autres ont créé des théories du complot élaborées sur la façon dont j'avais tout planifié pour la sympathie ou l'argent. La cruauté des inconnus était choquante. Patricia m'a conseillé de garder le silence complet publiquement. Ne vous engagez pas avec les médias. Ne répondez pas aux accusations. Laissez le processus judiciaire parler de lui-même. Tout ce que vous direz pourra être déformé.
C'était un conseil frustrant à suivre. Je voulais me défendre, expliquer ce qui s'était vraiment passé, faire comprendre aux gens le contexte complet des abus de Travis. Mais Patricia avait raison. Chaque fois que Travis ou sa famille parlait aux journalistes, ils se contredisaient ou révélaient quelque chose qui nuisait à leur cas. Pendant ce temps, mon silence me donnait l'air digne et concentré sur ma fille plutôt que de chercher l'attention. Un article particulièrement méchant est apparu dans un tabloïd local, citant des sources anonymes proches de la famille qui affirmaient que j'avais des antécédents d'instabilité émotionnelle et que j'avais manipulé la situation. L'article suggérait que la rupture de ma poche des os aurait pu être fausse, que j'avais orchestré l'incident de l'autoroute pour piéger Travis et obtenir une pension alimentaire. Lire ces mensonges en nourrissant Chloé à 3 heures du matin, épuisée et seule, a failli me briser. J'ai appelé Jessica, pleurant si fort que je pouvais à peine parler. Ils disent que j'ai tout inventé. Ils disent que je mens sur tout. Comment les gens peuvent-ils croire ça? La voix de Jessica était ferme et rassurante. Certaines personnes croiront toujours ce qui correspond à leur vision du monde. Ignore-les. Tu connais la vérité. Les tribunaux connaissent la vérité. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. Les trolls d'Internet n'ont pas leur mot à dire dans ta vie. Elle avait raison, mais ça faisait quand même mal. La violation de voir des étrangers débattre du pire traumatisme de ma vie, remettant en question mon intégrité et mes motivations, c'était comme être agressé à nouveau. L'enquête criminelle sur les actions de Travis a progressé plus lentement que la procédure civile. Le bureau du procureur de district semblait initialement enthousiaste à l'idée de porter des accusations, abandon de personnes à charge, mise en danger d'autrui, peut-être des voies de fait. Mais au fil des semaines et des mois, leur enthousiasme a diminué. Le détective Morrison, qui avait été affecté à l'affaire, a expliqué le défi lors d'une de nos réunions. Tout ce que vous avez dit est vrai, et nous vous croyons complètement. Le problème est de prouver l'intention criminelle au-delà de tout doute raisonnable. Ses avocats plaideront qu'il a paniqué, a eu une crise de santé mentale. N'a pas compris la gravité de la situation. Les jurys sont imprévisibles dans des cas comme celui-ci. Alors il s'en sort comme ça? L'injustice me brûlait la poitrine. Pas nécessairement. Nous continuons de monter le dossier. Mais je veux que vous compreniez que même si les accusations criminelles n'aboutissent pas à une condamnation, l'affaire civile est beaucoup plus facile à gagner. Les normes de preuve sont différentes. Votre affaire de garde ne dépend pas de sa condamnation au pénal. C'était une maigre consolation. Je voulais qu'il rende des comptes. Je voulais que Travis subisse de réelles conséquences au-delà de la perte de son entreprise et de sa réputation. Je voulais qu'il comprenne que ce qu'il avait fait était criminel, pas seulement une mauvaise décision sous le stress. Le procureur de district a finalement déposé des accusations, un chef d'accusation de mise en danger d'autrui et un chef d'accusation d'abandon de personnes à charge. Pas de voie de fait, malgré mes demandes. Le procureur a expliqué que pour prouver les voies de fait, il fallait démontrer l'intention de causer un préjudice physique, et que les avocats de Travis plaideraient qu'ils voulaient simplement que je sorte de la voiture, pas me blesser spécifiquement. La mise en accusation était surréaliste. Travis a plaidé non coupable. Bien sûr. Son avocat de la défense pénale, différent de son avocat de divorce, a fait une déclaration devant le palais de justice sur le fait que Travis était un père dévoué qui avait eu un moment d'égarement lors d'une situation incroyablement stressante. Ils l'ont dépeint comme une victime de la justice populaire, un homme crucifié pour une seule erreur. J'ai regardé les reportages depuis mon appartement, Chloé endormie dans mes bras. Le récit que l'équipe de Travis construisait n'avait aucun rapport avec la réalité. Dans leur version, il était un soutien de famille travailleur dont la femme enceinte avait eu une urgence médicale au pire moment possible. Il avait paniqué et fait un mauvais choix, mais l'avait immédiatement regretté. Ils omettaient commodément la partie où il m'avait traîné hors de la voiture, jeté au sol et était parti pendant que je le suppliais de m'aider. Son entreprise a immédiatement souffert. Les clients ne voulaient pas être associés à l'homme de la vidéo virale. Son plus gros compte, celui pour lequel il se dépêchait ce jour-là, l'a lâché en une semaine. D'autres entreprises ont suivi.
Le cabinet de conseil en marketing qu'il avait si soigneusement bâti a commencé à s'effondrer car les gens choisissaient de ne pas travailler avec quelqu'un capable d'une telle cruauté. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur ma guérison et sur les soins à apporter à Chloé. Ma mère a emménagé temporairement pour m'aider. Dorothy est venue nous rendre visite plusieurs fois, apportant des cadeaux et prenant de nos nouvelles. Elle était devenue une amie inattendue. Cet ange apparut exactement au moment où j'en avais le plus besoin. L'audience finale du divorce a eu lieu lorsque Chloé avait 4 mois. Je suis entrée dans cette salle d'audience avec mon avocate, ma mère et un classeur rempli de preuves documentant chaque chose terrible que Travis avait faite pendant notre mariage. Pas seulement l'abandon, mais l'abus émotionnel, le comportement de contrôle, les critiques constantes. J'avais gardé des emails, des SMS, des messages vocaux. J'avais documenté les disputes. J'avais photographié des bleus des fois où sa colère était devenue physique, des incidents pour lesquels j'avais auparavant trouvé des excuses. Travis avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Son costume coûteux flottait sur lui. Son avocat a tenté une dernière stratégie, affirmant que Travis souffrait d'une crise de santé mentale et méritait de la compassion. Le juge Reynolds a tout écouté, a examiné toutes les preuves et a rendu son jugement. Garde exclusive pour moi. Travis aurait des visites supervisées uniquement si j'acceptais de les autoriser. Il a été condamné à verser une pension alimentaire substantielle. L'ordonnance restrictive est restée en vigueur. Alors que nous quittions le palais de justice, Travis a tenté de m'approcher sur le parking. Ses parents étaient avec lui, tous deux semblant vieillis et vaincus. « Sarah, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler ?» Je n'ai pas ralenti. Nous n'avons rien à nous dire. Ton avocat peut communiquer avec mon avocate. C'est le seul contact que je suis prête à avoir. J'ai tout perdu. Mon entreprise est partie. Ma réputation est détruite. Je suis en thérapie depuis des mois. Je suis une personne différente maintenant. Je me suis arrêtée et me suis retournée pour lui faire face. C'était la première fois que nous étions aussi proches depuis ce matin sur l'autoroute. En le regardant, je n'ai rien ressenti. Pas d'amour, pas de colère, juste un vide immense là où mes sentiments pour lui existaient autrefois. Tu n'as pas tout perdu, Travis. Tu nous as perdus, Chloé et moi. Ton entreprise et ta réputation sont les conséquences de tes propres choix. Mais tu sais quoi ? Moi. J'ai vraiment tout perdu ce jour-là sur l'autoroute. J'ai perdu ma capacité à faire confiance. J'ai perdu ma conviction que la personne qui avait promis de me protéger tiendrait réellement cette promesse. J'ai perdu mon mariage et mon avenir tel que je l'avais imaginé. La différence, c'est que je n'ai rien causé de tout ça. C'est toi. Sa mère s'est avancée. Il essaie de faire amende honorable. Tu ne vois pas ça ? Madame Hartfield. Votre fils m'a laissé sur le bord d'une autoroute pendant que j'étais en travail. Il m'a traîné hors de la voiture et m'a jeté au sol. Il est parti pendant que je criais à l'aide. Votre petite fille aurait pu mourir parce que votre fils accordait plus de valeur à une réunion d'affaires qu'à nos vies. Aucune thérapie ou excuse ne rendra jamais cela acceptable. Je suis partie sans me retourner. Ma mère attendait près de la voiture, tenant Chloé dans son siège auto. Nous sommes rentrés à l'appartement que j'avais loué, modeste mais sûr, et nous avons commencé notre nouvelle vie. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. La monoparentalité était épuisante. L'argent était rare, même avec la pension alimentaire, car j'avais pris un congé prolongé de mon travail d'infirmière. Mais lentement, les choses se sont améliorées. Chloé a grandi et s'est épanouie. Elle a franchi toutes ses étapes de développement. Son sourire est devenu mon monde entier. Travis a tenté des visites supervisées 2 fois. Les 2 fois, Chloé a pleuré pendant toute l'heure parce qu'elle ne le connaissait pas. Il était un étranger pour elle. Après la 2e tentative, il a cessé de demander des visites. Ses parents envoyaient des cadeaux d'anniversaire et de vacances, que j'acceptais parce que les punir semblait inutile. Ils avaient été horrifiés par les actions de leur fils et avaient même témoigné en ma faveur lors de l'audience pour la garde. 1 an après la finalisation du divorce, j'ai reçu un email de Travis.
Il déménageait à Seattle pour un nouveau départ. Il avait vendu sa maison, réglé ses dettes et voulait renoncer complètement à ses droits parentaux. Une partie de moi voulait se battre par principe, mais une autre partie a reconnu que c'était en fait mieux pour Chloé. Grandir en sachant que son père ne voulait pas d'elle lui ferait plus de mal que de simplement ne pas avoir de père du tout. J'ai accepté. Les formalités ont été accomplies. Travis a renoncé à tous ses droits et responsabilités. Il avait complètement disparu de nos vies. Dorothy est restée une présence constante. Elle est devenue grand-mère Dorothy, pour Chloé, un membre honoraire de la famille qui célébrait les anniversaires et les fêtes avec nous. Elle m'a dit un jour que s'arrêter sur l'autoroute ce jour-là avait changé sa vie aussi. Que nous aider lui avait donné un nouveau but après la mort de son mari 2 ans auparavant. J'ai finalement repris le travail dans un autre hôpital, avec de meilleurs horaires et une direction plus solidaire. J'ai eu quelques rendez-vous amoureux, mais j'ai gardé cette partie de ma vie séparée de Chloé. La confiance ne venait plus facilement. Je travaillais dessus en thérapie, épluchant lentement les couches de traumatisme et reconstruisant mon estime de moi. Pour le 2e anniversaire de Chloé, nous avons fait une petite fête au parc. Ma mère était là, ainsi que Dorothy, quelques collègues devenus amis et quelques autres parents du groupe de jeux de Chloé. En regardant ma fille courir après les bulles et rire avec une joie pure, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le contentement. Quelqu'un à la fête a posé une question sur le père de Chloé. Avant que je puisse répondre, Chloé a couru et a enroulé ses bras autour de mes jambes. Maman. C'est tout ce dont elle avait besoin. C'est tout ce dont nous avions besoin. Juste nous. Plus tard dans la nuit, après que Chloé se soit endormie, je suis restée à la porte de sa chambre, la regardant respirer. Cet enfant miracle, arrivé dans les circonstances les plus traumatisantes imaginables. Elle ne connaîtrait jamais toute l'histoire de sa naissance. Peut-être qu'un jour je lui en raconterai une version adaptée à son âge. Pour l'instant, elle savait juste qu'elle était aimée farouchement et protégée. Absolument. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Dorothy. Magnifique fête aujourd'hui. Tu fais un travail incroyable. Cette petite fille a de la chance de t'avoir. J'ai répondu, c'est moi qui ai de la chance. Et je le pensais. Oui. Travis m'avait pris des choses. Mon innocence, ma confiance, ma croyance que l'amour suffisait. Mais il m'avait aussi donné quelque chose. La clarté. J'ai appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai appris que la gentillesse existe chez des inconnus comme Dorothy. J'ai appris que ma fille méritait une mère qui n'accepterait pas la cruauté ou ne trouverait pas d'excuses pour un comportement inacceptable. Parfois, les gens me demandent si j'ai pardonné à Travis. La réponse honnête est que le pardon n'est pas vraiment pertinent. Je ne passe pas mon temps à le haïr ou à lui souhaiter du mal. Je ne pense tout simplement plus à lui du tout. Il est un chapitre de mon passé, une leçon douloureuse apprise, mais pas quelqu'un qui occupe de l'espace dans mon présent. Ce qui s'est passé sur cette autoroute a été le pire jour de ma vie. Mais ce fut aussi le catalyseur pour construire quelque chose de mieux. Une vie où Chloé et moi sommes en sécurité, où nous sommes entourés de personnes qui se soucient vraiment de nous, où je n'ai pas à marcher sur des œufs ou à m'excuser d'exister. 3 ans se sont écoulés depuis ce matin sur l'Interstate 76. Je passe encore occasionnellement devant ce tronçon d'autoroute en allant voir des amis à Pittsburgh. Chaque fois que je jette un coup d'œil à l'endroit où c'est arrivé, la borne 147. Cela semble si ordinaire, juste une autre portion de route. Mais pour moi, c'est un monument. L'endroit où mon ancienne vie s'est terminée et où ma vraie vie a commencé. Chloé a maintenant 5 ans et s'apprête à entrer en maternelle. Elle est drôle, curieuse et complètement intrépide. Elle pose des questions constamment et fait les meilleurs câlins. Elle n'a aucun souvenir du traumatisme entourant sa naissance. Dieu merci. Elle sait juste qu'elle est aimée. La semaine dernière, elle m'a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa comme certains de ses amis. Je m'étais préparée à cette question, j'en avais longuement discuté avec ma thérapeute. Certaines familles ont des mamans et des papas. Certaines ont 2 mamans ou 2 papas. Certaines ont juste une maman ou juste un papa.
Certains enfants vivent avec leurs grands-parents, leurs tantes ou leurs oncles. Chaque famille est différente et c'est très bien comme ça. Ce qui compte, c'est que les gens dans la famille s'aiment et prennent soin les uns des autres. Alors, notre famille, c'est toi, moi, mamie et grand-mère Dorothy? Exactement. Elle a semblé satisfaite de cette réponse et est retournée à son coloriage. Simple, sans complications, comme l'enfance devrait l'être. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un récemment. Il s'appelle Marcus et il est kinésithérapeute à mon hôpital. Il connaît mon histoire, toute la sale histoire, et n'a pas pris la fuite. Il est patient avec mes problèmes de confiance et merveilleux avec Chloé. Je prends les choses lentement, mais pour la première fois depuis Travis, j'ai l'impression que je pourrais peut-être laisser quelqu'un entrer à nouveau dans ma vie. Marcus m'a demandé un jour ce que je dirais à Travis si je le revoyais. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Merci. Marcus a semblé confus. Merci de m'avoir montré exactement qui il était, de m'avoir forcé à devenir assez forte pour partir. De m'avoir donné Chloé, et de s'être retiré de nos vies pour que nous puissions guérir et avancer. Son pire moment est devenu mon catalyseur pour construire quelque chose de mieux. C'est la vérité que j'ai fini par accepter. Travis ne m'a pas brisé, même s'il a certainement essayé. Au contraire, il m'a affiné. A consumé les parties de moi qui acceptaient moins que ce que je méritais. Je ne suis pas reconnaissante pour ce qu'il a fait, mais je suis reconnaissante pour celle que je suis devenue grâce à cela. Parfois, survivre ne consiste pas seulement à traverser un traumatisme. Il s'agit de décider qui vous voulez être de l'autre côté. J'ai choisi d'être quelqu'un dont ma fille pourrait être fière. Quelqu'un